Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité, émission spéciale car je suis avec celui dont vous choisirez le nom. Est-ce que je suis avec Clark Kent ou est-ce que je suis avec Karl Lagerfeld? Kerr, bonjour à toi. Comment tu vas? Alors c'est pas Clark Kent mais Clark Kerr. Clark Kent c'est celui avec des collants et un slip au-dessus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et je suis ravi de te retrouver mon cher Greg pour parler des news parce qu'il y en a beaucoup, il y a plein de choses à couvrir. Et si tu permets mon cher Greg, j'aimerais commencer par le point pognon que je vais faire assez rapide. Commence par ce qui s'intéresse le plus. Même pas tu me demandes comment je vais. Mais comment tu vas? C'est ça qui m'intéresse le plus. Oui, allez. C'est ça. Entre collègues, je préfère que tu sois direct et que tu parles d'argent parce qu'il y a que ça qui t'intéresse. Alors voilà. Donc on a eu le week-end de sortie de La Planète des Singes, le nouveau Kingdom of the Planet of the Apes, qui a fait un démarrage plutôt correct aux États-Unis avec 58 millions de dollars pour son premier week-end. Il détrône The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt qui est deuxième, troisième, mais avec un score qui est assez décevant. C'est Challengers avec Zendaya qui a de très bonnes critiques. Donc ça c'est pour les sorties du moment. Et aux États-Unis depuis le début de l'année. Je mets la page, voilà, on a toujours Dune 2 qui est en tête avec 282 millions de dollars, donc ça c'est très solide pour Dune 2 qui, rappelons-le, est le plus gros succès de Timothée Chalamet puisque Dune 2 a battu Wonka. Derrière on a Godzilla X Kong qui est vraiment une belle surprise et on en reparlera, je parle en termes de recettes, on en reparlera dans la vidéo. Et si vous n'avez pas vu notre critique de Godzilla X Kong, je vous invite à aller la voir, non pas pour avoir notre avis sur le film, mais juste parce que l'ami Greg est à côté de moi pendant cette vidéo et on s'amuse beaucoup, elle est marrante, donc n'hésitez pas à aller la voir. En troisième place aux États-Unis, on a Kung Fu Panda 4 et on a Ghostbusters. C'est à mon détriment, quoi. Ah non, pas du tout, c'est très drôle. Ghostbusters est quatrième avec un peu plus de 100 millions. Non, je vais en reparler de Ghostbusters parce que c'est un échec. Les critiques sont très mitigées, mais le film n'est pas aussi catastrophique que ça. Donc quand on voit certains films qui rapportent plus et qui sont en dessous, Ghostbusters, The Frozen Empire reste, on va dire, un divertissement qui aurait pu être bien meilleur, mais qui reste d'un point de vue familial assez sympathique. Et moi j'ai envie de souligner, parce que je l'avais pas encore fait dans les vidéos news, Civil War qui est 10e plus gros succès de l'année aux États-Unis. Dans une précédente vidéo news, on avait dit que c'était le plus gros succès du distributeur A24, donc A24. Et pour l'avoir vu, Civil War c'est une claque, donc je vous invite chaudement à aller le voir, même s'il divise. Moi je trouve que ce film est un très grand film de Garland, qui avait fait notamment Ex Machina. Donc voilà, et au niveau mondial, c'est à peu près le même classement, donc on va pas se prendre la tête. Juste pour vous dire que Dune Part-2 est à plus de 700 millions de dollars, donc ça c'est vraiment chouette, et que Godzilla X Kong, alors à un moment donné on s'est demandé s'il allait réussir à le détrôner, n'y arrivera pas puisqu'il est coincé à 550 millions de dollars. Donc voilà, et puis j'avais envie de faire aussi un point quand même sur le box-office français, on le fait assez rarement. Quel est le plus gros succès de l'année en France pour l'instant? Eh bien c'est Dune 2 avec 4 millions d'entrées, donc ça c'est très solide, c'est bien plus que le premier. Kung Fu Panda 4 est deuxième avec 2 millions d'entrées. Saluons le film d'Artus, un petit truc en plus qui est au moment où on vous... Enfin, là dans les chiffres officiels que j'ai, il a un peu moins de 2 millions, mais dans les faits il a dépassé les 2 millions. Le film sur Bob Marley One Love est quatrième. Donc voilà, et puis dans les trucs un peu étonnants, SOS Fantôme, c'est moins d'1 million d'entrées en France, donc vraiment loupé. Le biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, est à moins d'1 million d'entrées. La zone d'intérêt, le film de Jonathan Glazer, qui est excellent aussi, qui était un très grand film de cette année, et a quand même presque attiré 800 000 personnes, donc ça c'est vraiment cool. Et Poor Things, donc Pauvre créature avec Emma Stone, qui est sorti en 2024 en France, est à 600 000 entrées. Lui aussi c'est un très 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 grand film, donc je vous invite aussi à aller le voir s'il passe encore ou à attendre sa sortie
en VOD. Voilà mon cher Greg pour le point pognon. Je te laisse faire ta première news. Fais-moi rêver. Je te trouve déjà beaucoup plus clément que d'habitude avec les films du box-office. Est-ce que quelque chose t'a donné une nouvelle perspective, tu as un peu changé un point de vue sur les films en ce moment? Non, je sens me faire vanner sur mes lunettes tout le week-end. Ah, j'avais même pas remarqué. Alors, vraiment, je n'avais pas vu. Du coup, c'est des lunettes de confort pour ceux qui vont commencer à dire que je suis vieux, que j'ai mis des lunettes. C'est des lunettes de confort parce que je suis fatigué, voilà. Parce que Kerr a l'habitude d'avoir les lunettes dans les vidéos, il n'a pas de lunettes, mais dans la vie de tous les jours, et vous savez, il a les lunettes jaunes des superstars de rock'n'roll, ou bleues parfois. Kerr qu'on appelle l'Obispo chevelu de Picardie. Si vous voyez quelqu'un qui est sur un tracteur et qui chante, c'est forcément Kerr. Enfin, en Picardie, il y en a peu qui sont aussi adroits avec leur corde vocale. Alors, mon cher Kerr, excuse-moi, on peut parler d'autre chose et s'intéresser, en tout cas regarder une autre news. Moi, les news qui me plaisent cette semaine, elles sont très simples. Batman Cape Crusader, qui est une nouvelle série animée qui avait été annoncée il y a 3 ans sur Batman, comme son nom l'indique, qui sera une version de Batman qui se passe en 1940. Enfin des premières images, on n'a pas encore de date, mais ça a l'air sympa. Donc tout le monde est dans un look rétro, années 40, plutôt chouette. Il faut garder un petit œil ouvert à ça. Ensuite, le deuxième truc, c'est que Batman Arkham Shadow, jeu vidéo annoncé sur le même personnage, sur Batman, et qui lui sera en VR et sur MetaQuest en 2024. J'enchaîne. D'ailleurs, le jeu VR Batman, qui était disponible sur toutes les plateformes, du coup, était franchement chouette avec une fin assez intéressante. Et ensuite, puisque très peu de personnes le connaissent ou le suivent, sachez qu'il y a également une série animée sur Superman en ce moment qui s'appelle Mes aventures avec Superman. Et bien la saison 2 a été annoncée, officialisée et sortira le 25 mai sur Max aux US. Donc on peut imaginer sur Max en France. Voilà. Alors Max, il sera pas encore sorti et pour l'instant c'est Adult Swim, je crois. Ça sortira sur Max quand, mon cher Kerr? Et oui, mon cher Greg, tu dis que ça va sortir sur Max. Pourquoi ? Parce que Max, la plateforme de la Warner, HBO Max qui est devenu Max depuis la fusion notamment avec Discovery, et puis aussi pour redonner un nouvel élan à la HBO Max qui n'avait pas pris le démarrage qu'espérait la Warner. Et ben Max va enfin sortir en France. On a une date, c'est le 11 juin. Donc il y aura tout le contenu de Warner, HBO, Discovery dessus. Alors si il y a des bundles et tout, je vais revenir dessus. Mais globalement, si vous voulez juste prendre la plateforme Max et que vous n'avez pas le pass Warner, parce que là c'est aussi un cas particulier, il faudra débourser 5,99€ pour avoir l'offre avec pub, 9,99€ pour la version sans pub, et puis après il y a une autre version plus chère si vous voulez avoir le total avec la 4K, 8 écrans, un massage et compagnie. Mais là pour l'instant, moi je vous donne les deux offres qui sont on va dire là avec pub et celle sans pub. 10 balles par mois pour un gros catalogue, moi je trouve que c'est correct. On a quand même quelques subtilités. Alors ça va être dispo sur Canal+, sachez-le, sans supplément pour ceux qui sont ceux qui ont certaines offres de Canal. Il y a plein d'offres différentes de Canal, donc si vous êtes abonné Canal, renseignez-vous pour savoir si vous pouvez avoir un Max compris dans votre abonnement. Du coup là, Canal frappe encore une fois un gros coup, parce que après avoir ajouté Paramount, après avoir fait une offre notamment pour les jeunes avec Netflix, Disney+, etc., là ils rajoutent potentiellement Max. On rappelle qu'il y a toujours le partenariat avec Apple TV, donc en dehors de Prime, en fait, il y a quasiment tout sur Canal. Alors après, bien évidemment, il faut payer l'abonnement Canal+. Autre information qui est importante, et beaucoup de gens se posaient la question, c'est si on est abonné Pass Warner via Prime, qu'est-ce qui arrive ?
à notre abonnement Pass Warner? Bah rien, il change juste de nom et il devient Max. Vous avez accès à Max. Alors, en sachant qu'il y a une subtilité avec Max, c'est qu'il y a un supplément de 5 euros par mois si vous voulez l'option sport. L'option sport, c'est notamment l'accès à Eurosport, qui pendant les JO sera intéressant puisque les JO seront diffusés sur Eurosport. Donc sachez que si vous avez le Pass Warner, vous avez l'abonnement sport offert jusqu'à la fin de l'année. Et après, il faudra débourser 5 euros. Le gros argument de vente en dehors des JO pour la sortie de Max, c'est pas les aventures de Superman, navré mon cher Greg, c'est bien évidemment la sortie d'House of the Dragon en juin, le 17 pardon, donc ça sera en exclusivité sur Max. Donc c'est un gros argument très clairement pour lancer Max, et c'est très cohérent qu'il le fasse à ce moment-là. Donc voilà, Max arrive en France, on a une nouvelle plateforme, une de plus. Mais comme tu vas en parler mon cher Greg, si on commence à faire des bundles, et que dans les bundles il y a plein de plateformes qui sont comprises sans qu'on ait à payer plus cher, il peut y avoir 850 plateformes. L'important c'est qu'il y ait un bundle intéressant avec un bon prix. Et du coup, mon cher Car, merci. Et j'enchaîne avec des petites news, des news très importantes mais rapides à vous annoncer. La première, si vous ne l'avez pas vu, il y a le trailer des Anneaux de Pouvoir saison 2 qui est sorti et qui est là pour nous en mettre plein la vue, quoi. Et le deuxième trailer, c'est House of the Dragon. Et alors certains pourraient dire... C'est le trailer final d'House of the Dragon saison 2. C'est étrange que les séries sont même plus en même temps, mais est-ce que c'est les Anneaux de Pouvoir ou c'est House of the Dragon qui font exprès d'être là en face de l'autre? Bon, fait est que... on ne peut que voir l'envie amusée entre ces deux équipes de vouloir se marcher l'une et l'autre quand ils peuvent. Alors, par contre, les deux séries ne seront pas diffusées en même temps. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Contrairement à la saison 1. Et puis également, il faut savoir que The Boys saison 5 est déjà annoncé. Il y aura donc un renouvellement. Donc The Boys, Amazon Prime ne va pas lâcher sa seule série qui était rentrée dans le top 10 des séries les plus regardées, quelle que soit la plateforme. Donc, et alors, si tu permets une remarque sur l'annonce de la saison 5 de The Boys, c'est Kimiko qui l'annonce dans un court teaser. Ça serait quand même étrange qu'elle meure dans la saison 4 et que ce soit elle qui annonce la saison 5. Voilà. Et ben moi, mon cher Greg, je vais enchaîner. Je vais rester dans l'univers des séries, mais pas des teasers, parce qu'on arrive dans une période de l'année qui est la fin des séries, on va dire classiques, celles qui sont diffusées sur les chaînes hertziennes américaines, donc ABC, NBC, CBS et la Fox. Et qui dit fin de saison dit potentiellement fin de série. Et cette année, il y a beaucoup de, on va dire, de séries majeur du petit écran américain qui se termine au moment où vous regardez cette vidéo. La série Young Sheldon, par exemple, s'est terminée avec la saison 7. Donc il y a eu plein d'images, notamment des deux acteurs qui jouent Sheldon au début de la série, puis maintenant qui montrent à quel point le petit Sheldon a grandi, ce qui est normal, hein, au bout de cette saison, vous vous doutez bien. Finale de Young Sheldon, qui, alors moi je l'ai pas encore vu, mais je connais le sujet et on a eu les premières photos, forcément va être un final très triste. On s'en doutait. Ceci étant dit, ils avaient communiqué à la fin de la saison 6, si je dis pas de bêtises, et ils avaient entrouvert l'hypothèse que la série ne se termine pas sur un événement tragique. Bon, ils ont fait un choix différent. Donc, c'est terminé pour Young Sheldon. C'est également terminé pour une série qui a échoué. C'est le retour des experts. Donc, les experts Las Vegas étaient revenus depuis 3 saisons avec le nom CSI Vegas, qui était un reboot en fait de la série avec d'ailleurs certains acteurs qui avaient joué dans la première série, qui était, il faut le dire, à l'époque, la série la plus regardée aux États-Unis. Elle pulvérisait en audience des séries cultes, comme Lost, comme 24, comme Desperate Housewives à l'époque, comme Doctor House, comme Grey's Anatomy. C'était vraiment le mastodonte. Et les experts Las Vegas n'ont pas réitéré l'exploit,
preuve que notre consommation de séries a beaucoup changé depuis l'époque donc de Gil Grissom. On a une série qui est annulée par CBS après 3 saisons, 10 épisodes seulement dans cette 3e saison. Une saison particulière qui, avec la grève des acteurs et la grève des scénaristes, a fait que les séries ont été plus courtes cette année. Autre série qui s'est terminée, peut-être, je ne sais pas quand est sortie cette vidéo, mais en tout cas, sachez que le 22 mai, s'est terminé également The Good Doctor. Après 7 saisons, c'est terminé pour la série de ABC. Il y a d'autres séries qui se terminent. On a le 30 mai la fin de Star Trek Discovery, donc avec la saison 5, et le 31, donc le lendemain, c'est la fin du spin-off de Grey's Anatomy sur les pompiers, donc station 19, qui s'arrête aussi à sa saison 7. Donc saison 7 marque la fin des séries ce mois-ci. Sachez que du côté des séries, on aura également la reprise cette fois de la série Evil, donc avec Katja Herbers, série que j'aime beaucoup, avec la saison 4. Donc ça c'est le 23 mai. Voilà mon cher Greg pour ça. Puis je vais glisser une autre petite news série là comme ça en douce pour vous dire que du côté d'Amazon, alors au moment où on a annoncé où ils ont balancé les premières images des Anneaux de pouvoir, sachez qu'ils ont aussi fait plein d'annonces et il y en a 2 que j'ai envie de couvrir avec toi mon cher Greg. La première, et en plus elles peuvent être liées, c'est ça qui est chouette, c'est que la première concerne une série qui est commandée, qui est un peu une surprise, c'est une série sur Tomb Raider, et qui sera chapeautée par Phoebe Waller-Bridge, donc l'héroïne de Fleabag qu'on a vu récemment dans Indiana Jones. Phoebe Waller-Bridge qui est une génie, hein, il faut le dire. Elle va écrire et être productrice de la série, mais elle ne va pas jouer dedans. Alors, on aurait pu dire qu'après son rôle dans Indiana Jones, elle aurait pu être une Lara Croft, pourquoi pas, mais elle ne jouera pas dans la série. Et du coup, je rebondis en faisant le lien Phoebe Waller-Bridge, Mr. et Mrs. Smith. La news, c'est que avec un petit teaser, ils ont annoncé que Mr. et Mrs. Smith allaient revenir pour une saison 2. C'est une des très très belles surprises de 2024 en termes de série. J'en parlais avec Greg en off. Je pense que c'est derrière Shogun, la série de 2024 que j'ai vraiment le plus apprécié. Série avec Donald Glover et Maya Erskine. Sachez néanmoins donc pour cette saison 2, Donald Glover et Maya Erskine ne reviendront pas à l'écran. Et je disais mais il y a un lien, mais pourquoi? C'est que Phoebe Waller-Bridge au départ devait avoir le rôle principal de cette série et qu'elle a été remplacée par Maya Erskine, qui est pour moi une découverte et que j'ai trouvé excellente dans cette série. Je vous conseille chaudement, Mr. et Mrs. Smith sur Prime. Voilà mon cher Greg pour ces petites news séries. À toi. Eh bien, quelle succession d'informations. Moi, je vais vous faire des petites news que je trouve assez sympas. La première, c'est Spider-Man Noir avec Nicolas Cage a été annoncé sur Amazon Prime. Alors, ça va être une version plus vieille, plus dark, pour coller tout simplement à l'âge de l'acteur. Et pour ceux qui ne connaissent pas Spider-Man Noir, c'est une version film noir, comme le nom l'indique, de Spider-Man. Donc c'est une version du multivers, une version alternative, et où il est à peu près en 1930 si je ne me trompe pas. Et cet ami Nicolas Cage va reprendre le rôle. Et quand? On ne sait pas. Il n'y a pas d'annonce. Tout ce qu'on sait, c'est la plateforme. J'enchaîne avec une news que j'ai trouvée. Avant que tu enchaînes, juste un mot sur le Spider-Man Noir, parce qu'on l'a déjà vu dans Spider-Verse, ce personnage, parce qu'en fait, c'est une série de comics. Doublé par Nicolas Cage. Et en plus, le fait qu'il exactement. Donc c'est pour ça qu'il était en effet favori et que ça faisait un moment qu'il parlait de l'éventualité de jouer dans l'adaptation, alors que ce soit en film ou en série. Mais se sont adaptés de comics, d'une série de comics Marvel qui s'appelle Marvel Noir, qui concerne Spider-Man, mais qui concerne aussi d'autres personnages. Et moi, j'ai adoré les Punisher noirs. Je vous invite chaudement à lire, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes de Punisher noir qui sont vraiment excellents et qui est une relecture du Punisher dans les années 30 qui est vraiment très très bien. Celle de Daredevil aussi, il me semble, est très réussie.
Je continue moi sur ma lancée des films, en tout cas des séries d'animation, mais là de films d'animation, avec l'annonce de la 3e partie de Justice League Crisis on Infinite Earth, qui est donc des films d'animation sur la Justice League en direct tout streaming ou direct tout DVD. Les 2 premiers étaient déjà sortis. La 3e partie est annoncée. À ma connaissance, il n'y a pas d'annonce de 4e partie. Donc, est-ce que c'est la fin? Je crois que quand la 2e partie avait été annoncée, la 3e ne l'était pas. Donc, on est un petit peu quand cela va-t-il se finir? Et j'en profite pour vous dire que j'ai pu voir donc les 2 premiers films et que j'ai été particulièrement déçu. En fait, Justice League Crisis on Infinite Earth, c'est un peu le Civil War de chez Marvel, c'est-à-dire un énorme crossover entre tous les super-héros. Et là, cette version-là, qui est un énorme crossover où il y a plein de mondes du multivers qui sont tués, d'autres qui fusionnent, etc. Enfin, il y a un gros remix des personnages. Et j'ai pour l'instant trouvé que ça manque de rythme, mais de fou. J'ai vu qu'ils avaient sous-traité quasiment tout à des studios qui n'étaient pas habituels, avec la qualité des films de DC. Voilà, 3e film qui va sortir, je pense potentiellement un peu dans l'oubli, mais si vous êtes fan de Justice League et des films d'animation de ces derniers temps, eh ben, c'est ça la dose qui est disponible. Mon cher Kerr, quelle est ta news suivante? Eh ben, puisque tu parles de séries animées, mon cher Greg, je vais continuer avec une des séries animées qui a fait le plus parler. Alors déjà, au revoir à The Bad Batch, la série Star Wars, mais qui s'est terminée en mai. Elle est terminée malheureusement. Non. Et si, elle je viens juste de la commencer, je trouve ça trop bien. C'est en effet une très bonne série et le dernier épisode a été diffusé le 1er mai. Et d'ailleurs, à l'occasion, ils avaient organisé un jour férié que je trouvais que pour l'hommage, c'était très classe. Et je vais vous parler de l'autre série animée de Disney+, qui fait beaucoup parler, c'est X-Men 97. Et alors, je trouve que la communication, c'est vraiment, et je vais en parler dans une autre news après, la communication, c'est quelque chose de fabuleux, puisqu'en fait, Variety a fait un article en disant X-Men 97, c'est la série Disney+, animée, originale, la plus regardée de l'année. Oui, formidable. Nous sommes en mai, des séries originales animées de Disney+, il n'y en a pas 40. La performance en soi n'est pas incroyable. Et ça m'a fait rire. Et quand tu creuses un petit peu dans l'article, mon cher Greg, tu te rends compte que c'est un peu des filous et qu'ils nous survendent le succès de X-Men 97, alors qui, au vu des critiques, est une série que je ne vais pas détruire, hein, loin de là. Moi, j'ai commencé, je la trouve en effet de très bonne facture. Et derrière, ils continuent et ils disent que c'est le 3e plus gros succès des séries originales Disney+ de l'année, derrière Percy Jackson et Echo. C'est-à-dire que Echo a fait une meilleure audience qu'X-Men 97 pour l'instant. Et si on regarde au détail, franchement, Percy Jackson, j'ai trouvé ça pas mal. Hein. C'est dommage. Ah, moi, je me suis. Alors, tu me l'as conseillé, tu m'as dit que c'était un guilty pleasure, mais par rapport au livre, et comparé au film, franchement, c'est plutôt chouette. Moi, je me suis plutôt vraiment ennuyé. Je suis désolé de. Mais il faut le rappeler. Regardé parce que tout ce qui est mythologie, tu détestes. Non, tout ce qui est non, grec, tu détestes encore plus. Pas du tout. Bon, bref, tout ça pour dire que par exemple X-Men 97 c'est 3 fois moins d'audience que Percy Jackson et que c'est presque 2 fois moins d'audience qu'Echo. Donc voilà, le succès quand même il est relatif quoi. Par contre, j'aimerais bien avoir une comparaison X-Men 97 et What If saison 2 mais je le répète, hein, les critiques sur X-Men 97 sont excellentes, donc je ne vais pas non plus mais je trouve qu'en termes de communication là on est pas mal, et tu vas voir dans une news que je vais faire après, on est sur du lourd aussi en termes de com. Vas-y, à toi mon cher Greg. Eh bien mon cher Kerr, l'information qui va te plaire, c'est que John Malkovich, tu te souviens, John Malkovich, eh bien est annoncé au casting avec Ralph Ineson, Ineson, qui est d'ailleurs une vraie gueule, quand vous le verrez en image,
qui est, ils sont tous les deux annoncés au casting. Alors Ralph Ineson, lui, on sait qui il va jouer. Il va jouer Galactus. Voilà. Au casting des 4 Fantastiques. L'Outre-Mangeur, et John Malkovich va effectivement jouer dans les 4 Fantastiques. C'est la 2e fois qu'il est casté pour un film de super-héros. La fois précédente, c'était dans Spider-Man 4 de Sam Raimi. Ouais, excellent film. J'en ai un fabuleux souvenir au cinéma. Un film qui n'avait pas vu le jour. Donc c'est la première fois qu'on va le voir dans un film de super-héros. Je ne sais pas ce qu'il va faire là-bas. Mais voilà, il est enfin présent. Autre point casting. Donc y a... Alors je veux rajouter un truc sur Ralph Ineson parce qu'on en a déjà parlé dans les news. Il était en procès avec Disney. Puisqu'en fait, c'est un des acteurs de la série Willow qui avait été blessé sur le tournage de Willow et qui avait très mal vécu le fait que la série disparaisse complètement de Disney+. Mais c'est pas la raison du procès. La raison du procès, c'est que comme il s'est blessé, il ne pouvait plus jouer des rôles trop physiques. Or, c'est un acteur qui est habitué à jouer des chevaliers, etc., etc. Il a d'ailleurs déjà joué dans le MCU, dans les Gardiens de la Galaxie. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de chevaliers dans les Gardiens de la Galaxie, on est d'accord. Il y a plutôt des gardiens que des chevaliers. Mais Ralph Ineson ne pouvait plus jouer des rôles trop physiques. Il était en procès avec Disney. Alors il n'y a pas d'infos sur pourquoi est-ce qu'il a obtenu le rôle de Galactus. Mais si c'est une manière de compenser la perte on va dire ce qu'il a perdu avec sa blessure, je trouve que c'est cool. Moi, ça me fait plaisir de le voir dans le rôle, d'autant plus qu'il y avait quand même des très gros noms qui étaient attachés au projet. Au départ, on avait dit que c'était Antonio Banderas, ensuite on avait dit que c'était Javier Bardem, et là donc c'est Ralph Ineson. Voilà mon cher Greg. Et du coup, j'enchaîne avec une autre news. C'est du coup sur Peacemaker saison 2. Donc c'est une série qui tient vraiment au cœur, enfin qui tient très cher au cœur de Kerr, puisqu'il a adoré la saison 1. Et il y a donc Franck Grillo qui va être dedans. Alors si vous vous en souvenez pas, c'est le gars qui a le visage complètement défait c'est celui qui affronte Captain America, le Winter Soldier. Il fait aussi... C'est Crossbones. Pardon ? C'est Crossbones dans le MCU. Exactement. Celui qui, quand il est Crossbones, on ne le voit plus son visage, mais c'est ça. Et donc Franck Grillo, il sera Rick Flag Senior. Donc dans la série Peacemaker. Il y a un truc qui est cocasse quand même avec cette annonce de casting, c'est que donc Rick Flag Senior arrive dans Peacemaker saison 2. On sait ce que Peacemaker a fait au fils de Rick Flag Senior. Donc ça peut donner des choses assez intéressantes. Moi j'ai hyper hâte de voir Peacemaker saison 2. J'ai adoré la saison 2. Alors, moi, je vais vous faire un autre petit point un tout petit peu plus long sur Disney. Disney a du coup donné un petit peu ses résultats financiers. Et si on prend les 3 parties les plus importantes de Disney, qui sont Entertainment, donc c'est films, séries, ensuite l'expérience et parcs, et ensuite sport, sachez que du coup, nos amis de l'Entertainment, donc films, séries, le revenu généré, c'est 40 milliards. C'est pas mal. Soit 3% de plus que l'année précédente. Donc, est-ce que Disney a fait une mauvaise année ? La réponse sur 2023, la réponse est pareil que 2022. Voilà, c'est une manière de répondre. Même question sur le sport, donc 17 milliards de revenus, eh bien, Disney fait moins 1%. Donc le sport, c'est pareil, un peu moins bien. Par contre, expérience et parcs, donc c'est majoritairement les Disneyland et ensuite un petit peu d'hôtels, de croisières et une partie des produits dérivés. C'est plus 16% avec 32 milliards. Donc c'est-à-dire qu'en fait Disney est en train en ce moment d'avoir la branche expérience Disneyland en train de rattraper la branche cinéma-série. Ce qui fait qu'on comprend mieux les analystes qui disaient que Disney était en fait avant tout des parcs et avait des films et des séries pour faire la promotion des parcs. Parce que là, quand on parle d'entertainment, on parle effectivement des nouveaux films, mais on parle de tout le catalogue. C'est-à-dire que tous les films de Disney, tous les trucs, la vente des droits pour que ce soit diffusé pour une fois
le lundi soir sur TF1 dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est le catalogue qui existe, qui ne fait que générer de l'argent. Eh bien, est en train de se faire attraper par les parcs. Et du coup, Disney, ils disent, on gagne 32 milliards, pas de problème. Alors, on annonce qu'on va investir 60 milliards. Sur les parcs. Et alors, les parcs, eh bien, mes potes, c'est quoi donc, c'est 30% qui vont être sur la maintenance, rénovation, et 70% sur des nouvelles attractions. Donc, très clairement, là, tout de suite, maintenant, bon, évidemment, ils veulent faire des films qui gagnent de l'argent, mais le but principal, enfin, allez, un des 2 buts les plus importants de Disney, c'est de ramener du monde dans les parcs Disneyland. Et ça marche pour l'instant. En tout cas, l'année dernière, ça a marché parce qu'une très forte croissance. Et j'avoue que ça me surprend parce qu'en fait, ils ont mis une telle politique d'augmentation du prix plus ou moins déguisée. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation des prix clairs et des prix d'abonnement clairs, mais aussi le fait d'avoir... Enfin, je rentre pas en détail, on avait déjà parlé dans une news. Et mine de rien, ça a l'air de marcher. Les gens continuent, malgré l'augmentation des prix, dans certains créneaux assez drastiques, de retourner à Disneyland. Moi, je suis surpris parce qu'il y a quand même beaucoup de désamour qui est communiqué sur les réseaux sociaux auprès de Disney. Et au final, quand il faut dépenser l'argent, eh ben, les gens votent Disney, quoi. Et c'est le pouvoir et je pense le poids des licences. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'aiment pas Disney qui me donnent plus un centime, ça c'est un fait. Mais il y a plein de gens qui en fait ont presque, j'ai l'impression, tendance à se dire en fait quoi que ce soit de Disney que j'aime bien ou que j'aime pas, ils veulent que leurs enfants, puissent profiter des licences qu'ils aiment eux ou au contraire veulent voir les nouvelles attractions du MCU, ce qui est marrant puisque le MCU est moins sollicité au cinéma. Pareil pour Star Wars. Dans les revenus, ils annonçaient que par exemple les nouvelles attractions Star Wars sont des cartons, là où les gens ne se pressent plus pour aller voir les films. Donc je trouve ça assez étonnant de voir cette dichotomie entre les salles qui du coup sont clairement en décroissance sur certaines des grosses licences, mais pour aller physiquement au parc d'attractions, là les gens mettent plus d'argent. Ça te surprend, toi ? Ouais, mais après je trouve que ces chiffres sont un peu trompeurs parce qu'ils font, tu parles d'augmentation par rapport à l'année précédente, mais en fait on est toujours, d'ailleurs Bob Iger arrête pas de le rappeler, on est toujours sur une sortie de crise majeure qui est la pandémie. Et en fait si tu compares les scores effectués par... C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était une comparaison d'année, hein, et que j'ai commencé en disant que ça comparait à 2022 qui n'était pas une bonne année. Bien évidemment, même mais si 2022 pour les parcs d'attractions était déjà pas mal, c'est plus les années Covid où là forcément il y avait eu un retrait. Mais tu vois par exemple l'année dernière, le plus gros succès Disney au cinéma, c'est 800 millions de dollars, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Tu regardes avec 2019, il y a 7 films Disney qui font mieux que Les Gardiens de la Galaxie et ils sont tous milliardaires. Donc t'as Aladdin, Toy Story 4, The Rise of Skywalker, Captain Marvel, La Reine des Neiges 2, Le Roi Lion et Avengers qui fait littéralement presque 2 milliards de plus que Les Gardiens de la Galaxie. Donc on est quand même pour Disney au niveau cinéma très loin de ce qu'il faisait pré-pandémie. Alors vous allez me dire aussi que j'ai pris l'année 2019, donc qui est vraiment la dernière majeure avant l'arrivée de la pandémie, mais qui est aussi une année record pour Disney, puisque le Endgame est un des plus gros succès de l'histoire, en tout cas en termes de recettes. Le Roi Lion a été un énorme carton aussi, La Reine des Neiges aussi. Enfin voilà, c'était une année record hein, pour Disney. Mais d'ailleurs là, je mets une petite pièce. Alors on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais je ne serais pas étonné que Disney termine 2024 avec les deux plus gros succès de l'année qui, pour moi, potentiellement, pourraient être Deadpool et Wolverine et Mufasa, donc le nouveau film du Roi Lion. Mais oui, je suis un peu étonné. D'ailleurs, dans le cadre de ces chiffres qui ont été donnés, on a eu les chiffres de The Marvels et on a découvert que The Marvels avait perdu plus d'argent que The Flash.
Et ça, pour le coup, c'est étonnant parce que The Flash avait une énorme promo, c'est voté comme The Marvels à l'écran. The Marvels qui est le film du MCU qui s'est le plus voté. Et en fait, Disney a publié les chiffres et The Marvels a fait perdre 250 millions de dollars donc à Disney uniquement au cinéma. Hein. Donc vous imaginez bien que sur Disney Plus et compagnie, le film va rapporter un peu plus et en vente de droits VOD et tout. Mais quand même 250 c'est beaucoup et surtout là où c'est étonnant c'est que c'est plus que The Flash. Voilà. Et juste pour terminer du coup sur les parcs d'attraction, parce que ça, en fait quand ils investissent sur un parc d'attraction, ça coûte très cher, c'est sur très longtemps, donc ça veut dire qu'il y a d'autres plans. Et du coup, eh bien, après, j'aime bien regarder un petit peu ce qu'ils font pour voir un petit peu ce que ça annonce. On peut prendre l'exemple des zones de la Reine des Neiges qui a été commencé à être construit il y a déjà 2 ou 3 ans. Qui commence à sortir dans certains Disneyland et qui s'aligne pas mal avec les annonces sur La Reine des Neiges 3 et 4. Là, dans les derniers designs où ils montrent sur quoi ils veulent aller, il y a des nouvelles zones qui seraient Amérique du Sud, où on voit qu'ils regrouperaient à la fois tout ce qui est Indiana Jones, les temples perdus, etc., et également potentiellement la création d'une maison Encanto, etc. Donc s'ils font la création d'une zone Amérique du Sud, c'est qu'ils doivent sans doute avoir des licences qui peuvent s'y marier d'une manière ou d'une autre, de manière très forte dans les 3-4 prochaines années. Voilà. Donc, et moi je n'ai pas honte de dire, vu que tu parlais de Frozen 3 et même du 4 et du fait que Vaiana 2 arrive cette année, moi j'ai très envie de voir un Encanto 2. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens aussi. Qui sont passés à côté d'Encanto, alors que c'est peut-être un de mes Disney préférés de ces dernières années, si ce n'est le Ah oui, Disney. moi aussi, clairement. Ouais. Franchement, sa fin est vraiment, vraiment très émouvante. C'est un vrai Pixar au cœur de Disney. Tu vois, on trouve un peu de la magie de là-haut dans Encanto. Alors, pour la vanne, dans les théories que je fais de ces dernières années sur les films et séries qu'on a regardés. Non, mais sur God, sur d'autres films Marvel, etc. Moi, j'ai une théorie sur Encanto où j'ai envie d'avoir la réponse. C'est concernant Dolores et Bruno. J'en parlerai peut-être dans une vidéo spéciale. Bon, puisque tu parles de Disney, je vais enchaîner avec Disney pour vous dire que Chris Pratt, qui joue donc Star-Lord, a dit qu'il y avait 100% de chance qu'il rejoue Star-Lord de nouveau, mais aussi qu'il apparaisse dans le DCU de James Gunn. Donc voilà, il sera des deux côtés, Chris Pratt. Et Chris Pratt a parlé de ça à l'occasion donc de la promo de la sortie de Blue et compagnie, donc avec Ryan Reynolds, puisque Chris Pratt double dans le film. Et donc, je continue sur Disney, puisque Bob Iger, outre avoir parlé de pognon, il a fait des annonces majeures qui étaient en fait des... Alors ça a été présenté comme des annonces majeures, mais il avait déjà sous-entendu que ça allait être le cas dans d'autres interviews, et on l'avait notamment couvert en vidéo, mais cette fois il a officialisé le fait que pour lui, du côté de Marvel, il n'y aurait pas plus de 3 films par an, idéalement 2, donc 2 à 3 films max, et qu'il n'y aurait que 2 séries Marvel par an sur Disney+. Et là on a des dates. On a donc les 2 séries de 2025 sont connues. On a Daredevil Born Again qui sortira en mars 2025. Plus tard dans l'année, on aura Ironheart, donc personnage qu'on a déjà vu dans Wakanda Forever. Et puis la prochaine série Disney+, mon cher Greg, tu vas en reparler juste après, mais c'est Agatha qui s'appelle, donc le nom de la série, Agatha All Along, et qui sortira le 18 septembre. Et Agatha, c'est un drôle de truc, hein. Oui, alors en fait, Agatha, moi je voulais juste en parler pour dire un truc. Alors, juste après, il y a une espèce de truc qui a fuité, ou en tout cas ils l'ont mis pour ensuite le retirer. Donc, beaucoup de gens ont dit que c'était une fuite, mais en vrai c'est totalement officiel. Donc il y a eu des fuites, et donc après Agatha, House of Darkness, Coven of Chaos, Darkhold Diaries, Agatha tout court. Donc en gros il y aurait The Lying Witch with the Great Wardrobe, la sorcière qui mente avec la jolie garde-robe.
c'est à mon avis, le coût de communication le moins cher de l'histoire de l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont beaucoup moins de choses à annoncer, mais par contre, on a eu presque 6 annonces différentes pour Agatha. Ce qui est assez étrange, c'est que la série a eu littéralement 6 titres. On est 2 personnes à plutôt beaucoup aimer le MCU. Kerr, est-ce que tu en as quelque chose à foutre de Agatha ? Pas du tout. Moi alors, donc 100% des gens interrogés à la seconde en ont rien à foutre. L'histoire des 6 titres est incroyable, quoi. Et moi, j'aurais appelé ça Agatha. Hein. Je me serais pas pris la tête. Hein. Parce que là, même le titre officiel, parce que tu parles mais de ils vont le changer 10 fois encore. Puisqu'à chaque fois qu'ils changent, nous, c'est la dernière fois qu'on vous fait une news sur le titre d'Agatha, sauf si ça a une indication majeure et tout. Mais le truc, c'est que là, c'est du foutage de gueule. La dernière fois, j'en avais parlé, enfin l'avant-dernière fois, avant que ce soit Agatha tout court, parce que ça, je n'ai pas fait de news, c'était Darkhold Diaries, et j'avais fait news en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait un film dans lequel ils nous montraient que le Darkhold disparaît. Donc là, j'ai franchement l'impression qu'ils se foutent de nous, et pour rajouter au fait de se foutre de nous, le titre, c'est La sorcière avec la jolie garde-robe. Je pense vraiment que c'est n'a pas été gardé, la communication pas chère, et c'est fatigant, quoi. Déjà que cette série, alors, qu'est-ce qui nous donne envie de regarder cette série ? Est-ce qu'il y a un des titres qui te donne envie de regarder ? Aucun, mais le coup de la sorcière menteuse à la grande garde-robe, donc c'est vraiment cocasse, parce qu'il y a le tweet qui sort avec le nouveau logo, le tweet est effacé derrière, et c'est même pas le titre qu'ils vont garder, puisqu'ils en annoncent un nouveau lors de l'officialisation de la série, enfin elle était déjà officielle, mais de la date de diffusion de la série. Donc Agatha et son histoire de titre, c'est incroyable. Je suis d'accord avec toi pour ne plus en parler s'ils rechangent le titre, uniquement dans un cas bien précis, c'est s'ils l'appellent Agatha à l'école des sorciers. Alors là, je veux bien qu'on en reparle, parce que ça sera chelou quand même. J'enchaîne avec une autre news, plus cool, plus cinéma. Francis Ford Coppola, qui était donc un des grands réalisateurs encore en fonction, qui n'était pas très en fonction ces derniers temps, eh bien du coup, on en avait fait une news, a autofinancé le film Megalopolis. Et eh bien, il y a enfin un trailer qui vient de sortir. Le casting est donc absolument déglingo. Ça va de Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, John Voight, Jason Schwartzman, Laurent Fishburne, Kathleen Hunter, Grace Van Der Waal, Chloé Fineman, James Renard, Debbie Sweeney, Dustin Hoffman et Kylo Ren. Adam Driver. Toi, tu l'appelles Adam Driver, moi j'appelle Kylo Ren. Et donc, le truc, c'est que du coup, qu'est-ce que ça donne, ces images ? Bah, moi, je trouve que ça a un look très particulier, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y est allé à fond, quoi. Francis Ford Coppola qui va à fond, ça peut peut-être être pas mal. Et alors, pour la petite anecdote, il va faire l'ouverture du Festival de Cannes de cette année. Donc voilà. Quand un mec fait Apocalypse Now, Le Parrain, enfin franchement, je parle même pas du Dracula que moi j'avais vraiment kiffé. Le truc, c'est que on peut peut-être lui faire confiance sur son prochain film. Et on en avait largement parlé, mais du fait qu'il trouvait pas de distributeur et qu'il était coincé aux États-Unis, parce que même les distributeurs de films indés comme Coppola avaient des exigences en termes de promo qui étaient trop gros pour eux, et ben du coup il s'était retiré. Le truc, c'est que le teaser, il l'a fait pour séduire un distributeur américain, parce qu'ils ont déjà des distributeurs, notamment en France. Le film a une date de sortie, il sort en septembre si je dis pas de bêtises, et en fait il y a plusieurs pays européens où il sort, mais pour l'instant il n'y a pas de sortie. Et oui, il est à Cannes actuellement, donc ça fait 13 ans qu'il a pas fait de film. Donc bon, je suis pas fan de tous ces films, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que là, il met quand même tout sur la table tout seul pour faire son film. Et du coup, je trouve que c'est un réalisateur qui, au moment où justement les films moyen budget haut qui n'ont plus de financement parce que mort du DVD, on a fait toute une vidéo sur le cinéma est-il mort, mais mort du DVD, mort
en tout cas baisse des audiences au cinéma, etc., pousse le truc jusqu'au bout. Moi, j'ai vraiment très envie d'aller au cinéma pour soutenir la chose. Et les images, franchement, ça envoie. Voilà. Mon cher Kerr, je t'en prie, vas-y. Alors, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, mon cher Greg, et vous annoncer, alors vous le savez probablement, hein, mais c'est toujours bien d'en reparler. C'est le décès de Bernard Hill, l'acteur est décédé à l'âge de 79 ans. Bernard Hill a une particularité, il a gagné 22 Oscars en 2 films, puisqu'il était à l'affiche de 2 des films qui ont rapporté le plus d'Oscars dans l'histoire, donc Le Retour du Roi et Titanic, puisque Bernard Hill était Théoden, roi du Rohan, et aussi le capitaine du Titanic. Donc voilà, paix à son âme, Bernard Hill. Je vais enchaîner ensuite avec mon histoire de communication, mon cher Greg. Et ça m'a beaucoup fait rire. Pourquoi ? Parce que je vois un article de la presse américaine qui dit George Miller est prêt à réaliser et ouvert à l'idée de réaliser Thor 5. Alors là, je me dis, waouh, George Miller, on sait qu'il vient de travailler avec Chris Hemsworth sur Furiosa, donc je vais parler de Furiosa par la même occasion. Et là, je me dis, mais Thor 5 n'est pas officialisé. Chris Hemsworth, lors de la promo de Furiosa, a beaucoup parlé de Thor, j'en parlerai après, et du coup, il a jamais dit qu'il y avait un Thor 5 qui était fait. Il a même plutôt parlé d'adieu avec le Thor Love and Thunder. Donc, je suis un peu étonné. Et en fait, je clique, c'est sur The Wrap, je clique sur le lien de l'interview de George Miller, et en fait, il dit pas du tout ça. Il dit qu'il a adoré travailler avec Chris Hemsworth, et que c'est un acteur merveilleux. Il dit d'ailleurs beaucoup de bien de Chris Hemsworth, et c'est pas le seul d'ailleurs, apparemment c'est un bon acteur. Contrairement à d'autres acteurs qui ont fait parler d'eux en mal récemment, comme par exemple The Rock, Chris Hemsworth a l'air d'être un bon gars. Et en fait, George Miller, il dit juste, je travaillerai avec Chris sur n'importe quoi. Donc comme il dit sur n'importe quoi, et l'article rebondit en disant, le n'importe quoi, ça peut être Thor 5. Go. Et donc on fait un titre, George Miller prêt à réaliser Thor 5. C'est formidable, je trouve. Et donc voilà, Miller et Hemsworth sont en promo actuellement avec Furiosa. Alors petit mot quand même sur Furiosa pour vous dire que les premières critiques sont dithyrambiques, parlent d'un film très différent de Fury Road. Je vous invite à lire la critique d'Edgar Wright. Alors à prendre avec des pincettes parce qu'il est proche de Miller, et c'est notamment lui qui a qui a montré à George Miller Anya Taylor-Joy dans son précédent film. Et c'est grâce à Edgar Wright que Anya Taylor-Joy a eu le rôle de Furiosa. Mais il dit des choses extrêmement positives sur le film. Et donc moi j'ai hyper hâte de voir Furiosa, hein, je vous le cache pas. Ce qui est d'autant plus étonnant que plus les critiques sont positives, plus ils sortent des affiches qui sont immondes, mais peu importe. Et lors de la promo, Chris Hemsworth a notamment parlé de Thor Love and Thunder, et il a déclaré: je me suis laissé prendre par l'improvisation et la folie, je suis devenu une parodie de moi-même. Je n'ai jamais réussi à revenir correctement dans le rôle. Il reconnaît qu'il a foiré son jeu dans Thor Love and Thunder, et c'est vrai que il était pas bon, Chris Hemsworth, dans le film, ce qui apparemment n'est pas du tout le cas dans Furiosa. On pourrait être inquiet avec son faux nez, etc., et puis même la bande-annonce qui fait les bandes-annonces qui montrent pas forcément un Hemsworth très très bon. Il faut pas suivre une bande-annonce en fait, tout simplement, et les critiques parlent et de Taylor-Joy extraordinaire et de Hemsworth très bon aussi. Et Miller a fait un truc très cocasse qui rejoint un peu ce qu'avait dit Denis Villeneuve il y a pas si longtemps que ça. Denis Villeneuve qui s'était plaint de la présence de dialogue dans les films. Il disait que les dialogues c'était vraiment le truc qui était en train de détruire le cinéma et qui était issu des séries télé, qui aujourd'hui on parlait trop et que lui il aimait pas ça. George Miller est un peu dans la même chose. Lui il dit le problème du dialogue c'est qu'il a tendance à ralentir les choses. Le cinéma s'apprécie davantage quand il est à grande vitesse.
Et en fait, la presse américaine a relayé donc les propos de Miller et a comparé le nombre de lignes de dialogue qu'a Tom Hardy dans Fury Road. Donc Tom Hardy a 63 lignes de dialogue dans Fury Road, ce qui est très peu, et a comparé avec le nombre de lignes de dialogue de Anya Taylor-Joy dans Furiosa. Et elle a 30 lignes de dialogue. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce qu'en gros elle parle pas dans le film. Donc c'est étonnant, je trouve. 30 lignes de dialogue, c'est peu. Voilà mon cher Greg. Alors, certains pourraient dire que ma news prochaine est la news, la plus grosse news de la semaine. Ça dépend de la perspective. Moi, c'est la plus grosse crainte de la semaine. C'est l'annonce, tout simplement, en 2026, d'un nouveau film live-action sur le Seigneur des Anneaux. C'est un film qui est produit par Peter Jackson et qui sera réalisé par Andy Serkis, qui, je rappelle, avait était second directeur de pas mal de plans du Hobbit. Et eh bien, à ton avis, de quoi ça va parler, puisque c'est Andy Serkis le réalisateur, c'est évidemment de la chasse de Gollum, donc The Hunt for Gollum. Le script serait à un stade assez... c'est une préécriture, enfin c'est un stade de début assez early, je trouve plus mon français, et du coup c'est alors pour rappel, donc c'est Variety qui sort l'information. En 2023 il y a eu l'annonce, donc c'était que Warner avait récupéré les droits pour faire de nouveaux films autour du Seigneur des Anneaux. Et donc là, on était au moment où c'était un petit peu le boxon, parce qu'on savait qu'il y avait des films sur le Seigneur des Anneaux qui seraient dans la continuité de ce qu'on a pu voir des autres films donc de Peter Jackson, et que du côté des Anneaux de pouvoir, ça partait sur les appendices débrouillés, inventés si vous voulez. Donc cette confusion va continuer, puisque du coup là on a donc pas un mais deux films pour rappel du Seigneur des Anneaux. Le premier c'est La Charge des Rohirrim, si je me trompe pas, qui sort cette année, qui sort en fin d'année, mais c'est juste que j'ai un doute sur le nom. La Guerre des Rohirrim, et qui sort donc le 11 qui sera décembre. présenté à Annecy d'ailleurs, donc cet été. Pardon ? Il sera présenté à Annecy cet été. Ah, très bien. C'est une très bonne raison d'aller à Annecy. Donc le 11 décembre 2024. Et du coup, pour finaliser, donc du coup, Gollum, je n'ai pas l'impression que c'est la fin, puisque du coup, c'était un deal sur pas mal de films. On n'a pas l'information du nombre, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'ils vont s'arrêter à un film animé et un film spin-off sur Gollum. Et pour finir, le truc, c'est que je lisais que la première trilogie donc Le Seigneur des Anneaux classique a généré au cinéma 3 milliards, et la deuxième trilogie a généré 3 milliards. Donc, il n'est pas surprenant, dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde veut faire des suites de franchises de fous, qu'il y ait une trilogie, 3 films. Dans l'article de Variety, il présentait donc le film sur Gollum comme étant une possible trilogie. Ouais. Pardon ? Il parlait déjà d'une possible trilogie. Ouais. Ouais. Et le truc, c'est qu'il disait que le Seigneur des Anneaux, Hunt for Gollum, pourrait être l'équivalent de Rogue One à Star Wars, c'est-à-dire un film un peu solo pour préparer le lancement de la trilogie après. Et avec potentiellement d'autres films solo qui apparaissent, et vous voyez où je veux en venir, parce que du coup ça a amené à Solo, qui a été la catastrophe de Star Wars. Donc c'est d'un point de vue commercial. Donc j'ai peur. J'ai peur. Moi j'ai pas peur. J'ai peur qu'ils vont nous tuer notre Star Wars. Non, notre Seigneur des Anneaux, j'ai pas peur moi. Parce que en fait, Peter Jackson, c'est génial qu'il soit coproducteur et tout, mais il est aussi, et le truc qui me rassure, c'est qu'il est co-scénariste aussi. Et Andy Serkis, c'est un bon réalisateur. Il n'est pas co-scénariste, c'est co-scénariste sur cette phase de pré-développement. C'est Artie Papa Georgiou et Fran Walsh. Phoebe Gittins.
Oui, il y a Fran Walsh aussi qui bossait avec lui sur mais lui n'est pas et le au Hobbit. scénario. Et c'est vrai que en fait, Peter Jackson, ça me fait très plaisir, ça rassure et tout, mais les derniers Peter Jackson, moi, je les ai pas aimés du tout, quoi. Donc moi, je suis très content que Peter Jackson soit dessus. Mais voilà, la dernière fois qu'il a été producteur, enfin l'avant-dernière fois qu'il était producteur, c'était Mortal Engines. J'ai pas du tout kiffé Mortal Engines, quoi. Et le Hobbit, enfin la trilogie du Hobbit est quand même 10 tons en dessous du Seigneur des Anneaux. Qu'il y ait des gens qui défendent le Hobbit, que ce soit bien, que ce soit nul et tout. Moi, il y a plein de trucs que j'adore dans le Hobbit, mais c'est 10 tons en dessous du Seigneur des Anneaux. Donc, Oui, mais alors si par exemple le film sur Gollum est du niveau du Hobbit, on est d'accord que c'est quand même 10 tons au-dessus que la plupart des blockbusters qui sortent aujourd'hui. Oui, d'accord. C'est un argument, voilà. C'est un argument qui se vaut. Mais, et je te dirais lequel des Hobbits, parce que la bataille des 5 armées. Tout n'est pas acheté dans la bataille des 5 armées. Là encore une fois. Tout n'est pas acheté. Non, mais prenons la bataille des 5 armées. C'est Seigneur des Anneaux, quoi. C'est avec des blockbusters. Hyper cher à notre cœur, quoi. Mais d'accord, mais tu compares la bataille des 5 armées avec des blockbusters qui sont sortis depuis. Non, mais attends. La bataille des 5 armées, tranquillement, on aligne la plupart. C'est un film moyen plus que tu compares à des navets, quoi. Enfin, est-ce que tu es en train de me dire, c'est quand même pas mal que le prochain film de Gollum, ça va pas être du niveau de The Flash? Bah merci, quoi. Ça me donne, ça me remonte le moral. Vraiment, je te remercie. Mais le problème, c'est que ça pourrait. Il y a plein de films du niveau de The Flash. Donc, on peut quand même se satisfaire. Alors oui, je suis d'accord avec toi que le Hobbit était en dessous, mais ça reste pour moi au-dessus de beaucoup de productions sorties depuis. Donc, si on a un film qui est dans la même veine, moi je le prends tout de suite. Hein. Moi, franchement. Hein. Parce que justement, j'ai vu les Flash, j'ai vu plein de Marvel, j'ai vu, tiens, il y a un film dont j'ai parlé après. Enfin, est-ce que tu as envie... Enfin bref, bon, tu acceptes le médiocre, moi j'espère. Mais j'accepte pas le médiocre. Le Hobbit n'est pas médiocre. Non, mais justement, je préférerais ne pas avoir une suite, si c'est pour avoir une suite qui nous dilue. Et je trouve que c'est le gros problème de Star Wars. Il y a tellement plus de contenu médiocre à nul maintenant de Star Wars que quand il y avait les 6 premiers films. Là maintenant, en termes de temps de contenu, le autour de Star Wars a largement dépassé les 6 films, les 6 films du début. Et du coup, le bon de Star Wars est dilué de plus en plus dans plein d'autres choses. Enfin, il y a, en termes d'heures de contenu, Ahsoka, c'est une trilogie, quoi. Donc... Une très mauvaise trilogie. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, là, par exemple, la chasse du Hobbit, si c'est ça qui est adapté en trilogie, alors ça sera peut-être pas ça, mais la traque du Hobbit, elle est évoquée dans les appendices du Retour du Roi. Il n'y a pas matière à faire, en tout cas avec ce qu'a proposé Tolkien, une trilogie ou un truc vraiment qui peut nous faire rêver. Ceci étant dit... ça laisse la place aux scénaristes pour essayer d'avoir de bonnes idées. Et peut-être ils vont y arriver. Hein. C'est un vrai problème. Il y a plein de films qui nous ont prouvé, séries qui nous ont prouvé que c'était pas le cas. Là, c'est le même problème que les Anneaux de pouvoir. C'est où est-ce qu'ils vont avec un film dont on sait l'issue. Parce que là, pour le coup, non seulement on sait l'issue, mais globalement, on sait qu'il n'y a pas eu des trucs absolument incroyables dans cette traque de Gollum, quoi. Mais bon, on verra. Moi, je suis pas... Je suis content de retrouver cet univers-là au cinéma, inquiet que ce soit pas au niveau des 6 premiers films. Pour moi, c'est impossible que ce soit au niveau des 3 premiers. Mais on verra. Bon, puisque tu parles de suite, mon cher Greg... Je voulais enchaîner par une mini-news. Ah ben vas-y alors. Mais la mini-news, c'est parce que je sais que tu aimes beaucoup les audiobooks, j'aime beaucoup les audiobooks, et il y a eu, il y a plus d'1 an, j'avais fait part d'une news qui était de Sanderson, donc un des auteurs les plus lus actuellement, nouveaux auteurs des livres les plus lus actuellement, qui était celui qui s'était fait connaître en ayant repris La Roue du Temps après la mort du premier auteur. Et en fait, il a commencé à faire une guerre à Audible, puisque à l'époque, les auteurs percevaient moins de 25% du prix
payer pour un audiobook. Alors, vous pourrez argumenter que dans le cas d'un audiobook, il faut qu'il y ait la voix d'un comédien, qu'il y ait un ingé son qui soit... Mais la majeure partie, en fait, était tout simplement pris par les plateformes et principalement par Audible, qui était, en tout cas à l'époque, dans une situation de quasi-monopole. Et du coup, il a sorti son nouveau livre de toutes les plateformes, y compris Audible, et il a du coup essayé de regarder d'autres situations de financement, comme le financement participatif. Fait est que là, il a réussi à obtenir que Audible fasse passer de 25 à 40% des revenus pour l'auteur des audiobooks sur leur marché. Ça, c'est ce que lui va avoir, c'est ce qu'il espère que les autres auteurs auront rapidement. Moi, je trouve ça assez surprenant, avec Audible qui aurait plus de 65% des parts de marché à l'heure actuelle. Bon, c'est beaucoup. Et pour info, dans ce qui existe dans le monde du jeu vidéo, c'est 70 à 80% que la plateforme va reverser aux créateurs. Voilà. Au minimum. Sachant qu'il y a plein de plateformes qui sont à 10% de cut. Donc voilà, 25 à 40% pour Sanderson. Pour les auteurs, je trouve que c'est un bon pas, voilà, une bonne avancée. Parce que dans le cas d'une équipe de jeux vidéo, ils sont plein à rémunérer, donc c'est évidemment très important. Mais dans le cas de l'auteur, c'est quand même de lui dont part tout. Et c'est vrai que quand je paye une œuvre, je préfère me dire que ça va à l'auteur qui, du coup, pourrait peut-être en écrire d'autres qu'à la plateforme. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puisque tu parlais de suites tout à l'heure, moi j'en ai marre des suites. Et je vais parler de choses un petit peu originales. Et pour vous dire donc qu'il y a un nouveau film, Godzilla X Kong, qui est en développement, ça a été officialisé. C'est pas une surprise, hein, vu le succès de Godzilla X Kong qui est sorti cette année. Et on a un scénariste, mon cher Greg, puisque c'est le co-scénariste de Across the Spider-Verse, donc Dave Callahan, qui donc sera à l'écriture de ce nouveau Godzilla X Kong. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois? J'ai envie de dire, tout le monde s'en fout. Et autre suite, et alors là cette fois elle mérite qu'on en parle bien davantage, c'est Shogun. Alors revenons un petit peu sur cette série Disney+, enfin Disney+ en France, hein, mais FX aux États-Unis. Il y a une vidéo, hein, d'ailleurs pour vous la conseiller sur la chaîne, excellente série, une des meilleures de l'année, si ce n'est la meilleure de l'année. Pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est la meilleure de l'année, qui est couverte de critiques positives à ne plus en finir. Et les créateurs de la série avaient clairement dit, c'est une mini-série, il n'y aura pas de saison 2, arrêtez de nous demander, il n'y en aura pas, laissez-nous tranquilles, nous ne reviendrons jamais sur notre décision. Sauf qu'en fait, c'est pas eux qui peuvent prendre la décision, c'est la chaîne, en l'occurrence FX. Et devant le succès critique et même le succès tout court de Shogun, et ben FX est de plus en plus, et c'est peut-être même officiel au moment où vous écoutez cette vidéo, et ben FX est de plus en plus en train de réfléchir à l'opportunité d'annoncer le plus vite possible une saison 2 sur Shogun. D'après la presse américaine, c'est quasiment déjà fait, au point où l'acteur Hiroyuki Sanada, donc qui joue le personnage principal japonais donc de la série Shogun, a déjà signé pour une saison 2. Donc alors le truc que j'espère moi, c'est que les créateurs de la série, même s'ils ne voulaient pas de saison 2, même s'ils voulaient en faire une mini-série, ne vont pas prendre leur clic et leur claque et laisser de la place à d'autres personnes, parce qu'ils ont fait un boulot tellement réussi sur la saison 1 que bah voilà, ça serait dommage de laisser les clés du camion à des gens qui potentiellement ne feraient pas aussi bien. Donc j'espère qu'ils vont rester. Ceci étant dit, quand on a terminé la série, c'est quand même un peu dommage, parce que ça respectait le bouquin. Ils vont partir dans là, ils vont plus s'appuyer sur le bouquin. Et ça dénature un petit peu le dernier épisode, qui est, enfin, à mon sens, une des grandes forces du dernier épisode, c'était justement qu'il n'y avait pas de suite, et la manière dont il traite le dernier épisode. Là, il y a matière à faire une suite, hein, très clairement. Hein. De Shogun, on peut en faire 2, 3, 4 saisons, il n'y a aucun problème. Mais l'idée qu'il n'y en avait qu'une, ça faisait aussi partie de la grande qualité de cette série. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas inquiet,
Enfin, ça va dépendre de qui bosse dessus. Voilà. Mais en tout cas, Shogun, sautez dessus. Hein. Si vous l'avez pas vu. T'en es où, toi, mon cher Greg, dans Shogun, tu aimes bien? Je suis à la moitié. J'aimerais bien avoir plus de temps pour pouvoir la regarder. Donc, tu aimes bien. Donc, j'aime bien. Ouais, et je trouve, hein, puisque dans le cadre de la vidéo où on en parlait, qu'on avait tourné au moment de l'épisode 8, je trouve que les 2 derniers épisodes sont très très réussis, et le dernier est vraiment un contre-pied, et un magnifique season ou series final. Bon, alors ça sera visiblement un season final. Et puis, puisqu'on parle de grosses séries à succès de l'année, petit point sur Fallout, puisque Nielsen a balancé des chiffres. C'est la série originale, donc la plus regardée depuis le début de l'année. Donc ça fait mieux que Le Problème à 3 corps, etc. Et c'est tout simplement le meilleur démarrage américain d'une série Prime Video, puisque elle pulvérise donc le record donc de Reacher. Donc voilà. Donc les Anneaux de pouvoir vont avoir la mission de faire mieux que Fallout, ce qui n'est pas donné. Alors, petite information, le nouveau Superman a enfin une photo avec son costume. Voilà, bon, pour l'instant, je trouve que ça T'en penses quoi? Bah, ça envoie moins que Cavill. Mais je pense que du coup, il va forcément en permanence être dans la comparaison et ça envoie quand même beaucoup moins de Cavill. Après, il faut regarder. Je trouve que le fond derrière est très moche. Ah ouais. J'ai vu des gens dire ça a été fait avec IA. Ah non, que ce soit fait par IA ou pas, franchement, c'est chum. Mais il va vraiment falloir qu'il envoie du lourd, hein, parce que Cavill, beaucoup de personnes l'ont apprécié. Mais je trouve qu'il ressemble à Cavill sur la photo aussi. Bon. Si vraiment tu fais pas attention, tu peux te dire mais c'est Cavill en fait. Ouais. Deuxième petite info, il y a Caitlin Clark, si vous la connaissez pas, c'est une joueuse de basket qui arrive dans la WNBA. La Women qui a raté son premier match. Pardon ? Elle a raté son premier match. Et en fait, pour info, Disney Plus aux US l'a diffusé sur Disney Plus. Disney Plus s'est donc mis au sport et c'est la première fois de l'histoire de Disney Plus qu'il y a eu du contenu sport diffusé en live sur Disney Plus. Alors certains me diront ESPN et ESPN Plus appartiennent à Disney. C'est totalement vrai. Mais la plateforme Disney Plus n'avait jamais diffusé de live et de sport. Donc, les plateformes essayent très fort de trouver des solutions du coup pour ramener de nouvelles personnes et justifier que les autres personnes ne partent pas. Ils ont diffusé quoi ? Ils ont diffusé un match de... Le match d'ouverture de la WNBA avec Caitlin Clark. Ok. Et alors c'est dans ce match-là qu'elle a perdu 10 ballons et du coup c'est son record personnel. Mais vu que tous les deux on adore la NBA, je fais un parallèle. Un autre joueur a raté son premier match officiel en NBA, c'est Wembanyama, et on voit ce qu'il a fait derrière. Donc j'espère pour Caitlin Clark, qui est le phénomène du basket féminin, qu'elle aura une suite de carrière aussi, une suite de saison en tout cas aussi brillante que celle de Wembanyama. Et puisque tu parles de perte de ballons, il y a les ballons de Disney+, Hulu et Max qui vont se percuter. Et en fait, c'est la transition la plus pourrie de l'histoire de Cult & Click. En fait, c'est juste pour annoncer qu'aux États-Unis, les plateformes Disney+, Hulu et Max vont proposer des offres bundle. Alors en France, nous, les offres bundle, on connaît déjà deux plateformes parce qu'il y a d'un côté Free et de l'autre Canal qui font des propositions bundle pour qu'on puisse avoir un prix un peu discount, avoir pas mal de plateformes. Eh bien, sachez que aux États-Unis, les plateformes elles-mêmes se mettent à se proposer. Alors évidemment, et puis encore une fois, on en avait parlé il y a quelques temps sur Cult & Click, en gros, le truc, c'est que de plus en plus, ces plateformes reviennent à l'ancien modèle des bundles câbles et canal sat qu'on avait en France, mais le satellite en France nous avait donné déjà cet exemple. Et aux États-Unis, c'était le câble. Les Américains ont l'habitude de prendre des bundles de chaînes. Et là, en fait, tout simplement, d'avoir Disney+, Hulu et Max donne accès au bundle de chaînes qui est ABC, CNN, DC, Discovery, Disney, le Food Network, FX, HBO, HGTV, Hulu, Marvel, Pixar, Searchlight et Warner Bros. Et ça, ces bundles existent avec et sans pub. Alors,
attendez-vous potentiellement très prochainement à avoir de plus en plus de ces bundles qui apparaissent. Et mon petit doigt me dit, et il n'y a que mon petit doigt parce que j'ai pas d'informations particulières, que c'est sans doute pour ça que l'abonnement Canal de l'année dernière était sur 2 ans, pour que les gens qui prenaient le bundle chez eux étaient bloqués chez eux pour 2 ans, parce que potentiellement, si les autres plateformes arrivaient et faisaient le même bundle moins cher, eh bien forcément c'était moins intéressant. Pour l'instant, il n'y a que ces 3-là, mais on peut imaginer que Apple va s'approcher des autres parce que Apple est une super plateforme de complément. Et Paramount, pourquoi pas? En plus, on sait que Paramount est à vendre, donc ça paraît assez logique. Et juste, je rappelle une dernière information, c'est que quand Hulu et Disney ont fait leur partenariat, tout simplement parce que Disney a racheté le reste des actions qu'ils n'avaient pas de Hulu, et qu'ils ont fait donc des bundles, ça a fait augmenter le nombre d'abonnés chez Hulu et chez Disney. Donc ça a l'air de marcher. Voilà. Quelles sont tes dernières news, mon cher Car? Parce que moi, j'ai tout fini. Ben alors j'en ai 2 petites, mais je réagis juste à l'histoire de bundle parce que ça a fait énormément parler le rapprochement entre Max et Disney. Et du coup, dans la presse américaine, dans beaucoup d'articles, il disait que aux États-Unis, dans les grandes plateformes, et les décisionnaires prenaient souvent ce que faisait la France en exemple en termes de bundle. Donc c'est voilà. Moi j'ai 2 petites news, une qui concerne House of the Dragon, donc en pleine promo de la saison 2. Les producteurs ont été interrogés sur pourquoi est-ce que il n'y a que 8 épisodes dans la saison 2 et pas 10. Et ben ils ont répondu, et bonne ambiance, hein, ils ont répondu c'est pas notre choix. Donc voilà, la diminution du nombre d'épisodes dans la saison 2 de House of the Dragon n'est clairement pas un choix artistique, mais bien imposé par HBO. Et on peut imaginer par Max au-dessus et la Warner. Et puisqu'on parlait des annonces de Prime, il y a une autre annonce qui a été faite au même moment que toutes les autres, donc The Boys saison 5, etc. Tomb Raider, comme on en a parlé. C'est que Roadhouse aura une suite, le film avec Jake Gyllenhaal et le premier aussi avec Conor McGregor, a été un bon succès pour Prime Video. Bon, c'est un film très moyen, mais qui, on va dire, diverti. Puis je trouve que Gyllenhaal est très sympa dans le film. Roadhouse aura une suite, donc Gyllenhaal reviendra. C'est médiocre quand même, faut le dire. Ça se laisse regarder. Et c'est marrant que le fait que Conor McGregor soit une grande gueule et un psychopathe dans certains aspects de son comportement dans la vie sert complètement Conor McGregor pour jouer un psychopathe au cinéma, en fait. Et je trouve qu'il se défend dans le film parce que c'est son premier gros rôle. Par contre, je sais pas s'il pourra jouer un autre type de rôle, mais pour jouer le méchant qui est complètement dingo, il est parfait. Mais logiquement, il devrait en plus revenir dans Roadhouse 2. Voilà, j'allais dire saison 2, mais non, c'est un film dans Roadhouse 2. Il va y avoir du voilà mal, pour les news, mon cher Greg. Très bien, mon cher. Allez, je te laisse le mot de la fin. Fais-toi plaisir. Et le mot de la fin, c'est trailer de House of the Dragon. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Des bisous à tous. Et mine de rien, c'est incroyable le nombre de news de cette semaine. Ouais. Des bisous. Ciao, ciao.